légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Meur, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Oh non, je t'aime un peu. T'es arrivé un petit peu tight dans ton... Un maudit embouteillage. Ouais. Hey. Samedi 21 février 2015. Bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Éric Lajoie à bout de souffle avec vous pendant 1 heure. Mais heureusement, je ne serai pas seul. Donc, tout d'abord... Dieu merci. Oui, c'est ça. La co-animation cette semaine. Philippe Jacques. Tu es un blanc ou? Non. J'ai voulu mettre un genre de silence dramatique. Oh, c'était dramatique et plein de suspense. Bonjour tout le monde! Yes! Ensuite, on a un invité cette semaine qu'on va présenter un peu plus tard de façon plus élaborée. Ben, puis non. Jean-Philippe Vachon, salut. Bonjour. Il était venu faire la chronique sur Pluton. Plutôt pas si longtemps. Pas si longtemps. Environ un mois. Ouais, on fait qu'on va aller avec une autre chronique de science incroyable. Et à la mise en onde, derrière l'aquarium, Mikey J en personne. Gloup, gloup. Tu es un poisson. Je pense qu'on serait dû pour savoir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. À tout seigneur, tout band-aid. Ouais. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Philippe Jacques. Seigneur avec un A, Ouais, bien c'est sûr. C'est super drôle ça. Donc, Philippe, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon toi cette semaine? Plein de choses, comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça j'allais dire, plagieux. Un jour, je trouverai ma formulation à moi. Ben oui, tout à fait. Fait que pour l'instant, copions celle des autres. Donc, voilà. Parmi ce plein de choses, par quoi tu vas commencer? On commence dans la joie et dans la célébration. On commence toujours dans la joie, c'est moi qui parle en premier dans le show. C'est très drôle, ça. Hein? C'est un calembour sur mon nom de famille. Cette semaine, on a eu un anniversaire. Oh. Un 25e anniversaire d'un logiciel archi connu et très utilisé, surtout dans ma branche d'emploi. Comme vous le savez, je suis graphiste. Photoshop? Oui, Photoshop a eu son 25e anniversaire cette semaine. Il a été releasé au public le 19 février 1990 avec Photoshop 1.0. Wow. J'ai jamais essayé Photoshop 1.0, mais je ne fais que m'imaginer parce que les layers sont apparus dans Photoshop 3. Mm-hmm. Si je me trompe pas. Et la vie avant ça devait être un enfer. Ça devait Photoshop 1.0 était aussi appelé l'enleveur de yeux rouges. Ouais, ça devait être sa fonction principale, effectivement. Ouais. Dans le fond, c'était probablement un glorieusement amélioré MS Paint. Ouais. Rien de plus. Ouais. Mais ça devait être le cas dans le sens qu'il y a beaucoup j'allais dire software, on va dire des logiciels, qui essayaient de sortir de l'égide de Microsoft, dans le fond, de faire des logiciels à part de l'offre initiale de tous les programmes qui étaient disponibles avec Windows. Mais ça, c'est venu plus dans les années 80, à partir de Windows 95. Donc, 90, Photoshop, quand même. Et ça commence à apparaître, là. Il y a un compétiteur, je me souviens plus du nom, qui vient d'apparaître sur le marché présentement, qui est une alternative gratuite à Photoshop. Et lui, le build-up est fait pour les ordinateurs modernes. Mm-hmm. Donc, il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant. OK. Parce qu'il y avait GIMP qui était là depuis quand même... mais il commence à vieillir, lui aussi. Ouais, tandis que Photoshop, lui, il est encore fait sur la même structure. Ouais, la même on fait architecture, juste le rénover, entre guillemets, à chaque fois. Fait que c'est pour ça qu'il manque un petit peu de torque, si on peut dire. Fait que c'est peut-être son 25e, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir un deuxième 25e. Ah, ben, on lui souhaite. C'est quand même un logiciel qui est très utilisé. Ben, c'est probablement le principal. Faudrait qu'à un moment donné qu'ils remettent ça à neuf, là. Tout le monde qui modifie des images sur Internet, qui vont créer des images digitalement, je vous dirais 95% utilisent Photoshop. Oui, tout à fait. Peut-être ceux qui utilisent des logiciels qui sont pour le Mac, mais encore là, je crois que pour le Mac, Photoshop est disponible aussi. Donc, oui. Donc, bien sûr. C'est Photoshop principalement. Je veux dire, le Photoshop est devenu un verbe
tellement. Photoshopé, oui, et il C'est est dans le dictionnaire. Exactement. Donc, c'est comme on dit des Kleenex alors que c'est la marque, au lieu de dire des mouchoirs. Un Kodak. Un Kodak. Ben, Un c'est ça. frigidaire. C'est ça. Et On dit voilà. qu'on va photoshopper une image. Oui. Tant qu'à être dans les verbes informatiques, Oui. petit fait intéressant, savez-vous, peut-être que je me répète, je l'étudie en nombre. Savez-vous quelle série a les premiers utilisé le verbe googler? La première série télé a utilisé le verbe googler. Ça me dit quelque chose. Aucune On l'a idée. dit récemment, mais je m'en souviens plus. Vas-y. Buffy, Ah The oui. Vampire Slayer. Pour C'est vrai? pour ça que Ouais. je le savais pas. Ah, ouais. Un show très précurseur, d'ailleurs. Le premier bec lesbien a eu lieu sur cette série. Oh, Wow. T'en sais tellement de choses, Mikey. Juste sur Buffy, par exemple. OK. puis sur Doctor Who. Ouais, c'est ça. Alors, on va rester dans la légèreté avec une nouvelle qui concerne les Simpsons. Oh. Il y a un fan des Simpsons qui a récemment posté une vidéo. Il s'appelle Kyle Mack et c'est une théorie de fan Oh oui! sur les Simpsons. Selon lui, Homer est dans le coma depuis 1993. OK. Et les épisodes... Et les épisodes d'ensuite se passent dans sa tête. OK. Ça a l'air un peu farfelu. Oui. Mais plus tu creuses, plus tu dis, waouh, ça serait plausible. Parce que il serait dans le coma depuis l'épisode où il tombe dans le coma, justement, dans l'épisode qui s'appelle So It's Come to This, a Simpson Clip Show. Et dans celle-là, Quand il se fait brasser sa bière. par Bart, il met la canne de bière dans un brasseur à peinture. Ah, ouais, puis ça Ça explose. Ouais, Puis là, il se retrouve dans le coma. Bon. À partir de cet épisode-là, il serait dans sa tête. Car ça expliquerait pourquoi ses enfants vieillissent pas. OK. Ça expliquerait aussi pourquoi que les bases des émissions sont de plus en plus complexes. C'était avant ces émissions-là, c'était Lisa se trouve une blonde. Bart, faut qu'il passe son examen. Des trucs simples. Ouais. Depuis cet épisode-là, ça s'est complexifié de plus en plus, des affaires complètement C'est folles. vrai que le point central de la série dans les premières saisons était Bart. Ouais, Et c'est devenu Homer ouais. avec le temps. Ouais. Donc, Oui, c'est ça. En Puis, plus, ça explique... puis là, il y a comme des trucs qui marchent pas parce que il y a souvent, mettons, des caméos de gens qui sont devenus populaires après 93, genre, exemple, Lady Gaga. Ouais. Lui, il explique ça en disant, ce qui est intéressant, c'est on sait que les gens qui sont dans le coma sont encore conscients, fait que peut-être qu'à côté de lui, il y a une radio, une télé d'ouverte, puis lui, il entend l'information, puis peut-être qu'ils sont sur une chaîne d'entertainment, genre quelque chose de genre, OK. puis Entertainment, puis lui, il entend, puis il imagine ce qui se passe avec ces gens-là. Et dans un épisode qui précède celui où il tombe dans le coma, Oui. dans lequel Homer devient hérétique, c'est-à-dire qu'il va plus à l'église du tout. À un moment donné, il fait un rêve, il voit Dieu, puis Dieu il dit ben moi je sais tout. Ah ouais, tu sais quand je vais mourir. C'est quand je vais mourir. Ah non, je peux pas te le dire. Ah, je peux pas attendre, dis-moi-les. Hein, quoi? Tu peux pas attendre 6 mois. Et 6 mois plus tard, c'est l'épisode dont on parle quand Homer tombe dans le coma. Alors, Tan, tan, tan. c'est ça. C'est le genre de truc amusant à penser, mais je pense pas que les concepteurs de la série ont comme prévu que la série allait durer comme... Mais c'est la magie d'Internet, Eric. Les fans, les théories de fans, il y en a toujours, il y en a beaucoup, et souvent sont très pertinentes et expliquent beaucoup de choses qui sont laissées un peu de côté ou que même les concepteurs n'ont pas pensé. D'ailleurs, les concepteurs ont été approchés par rapport à cette théorie-là. Et évidemment, bon, ils ont nié tout en bloc, mais ça fait du sens en petit pépère. Fait que je vais vous mettre le vidéo en question sur la page des Yes. geeks cette semaine pour qu'on puisse écouter ça. c'est drôle parce qu'il y a même un épisode à un moment donné, quand il y a eu le film Itchy et Scratchy, là, il y a des fans qui ont des théories et des questions très spécifiques là, à un moment donné, là, puis tu sais, la partner d'Homer, elle sait plus quoi répondre, puis lui il répond en place, puis ça me fait penser un petit peu à ça. Je me dis, c'est comme des fans qui partent dans des délires vraiment trop intenses, puis les producteurs doivent se dire, mais ouais, on doit une histoire. La créature dépasse souvent quelque le chose. créateur. Ah, c'est sûr que ils ont ouvert une boîte de Pandore, une série qui a duré au-dessus de 20 ans, là, je veux dire, à un moment donné. Faut que tu t'attendes à ce genre de dérapage. En tout cas, worst dérapage ever, comme dirait le comic book guy. Qui est d'ailleurs son vrai nom, Jeff Alderson. Yes, et qui se Ah, trouve être je un savais peu, pas. qui se trouve être un peu notre représentation, nous autres les geeks, Ouais. à l'intérieur du show Les Simpsons. C'est Veux pas, pas. Ok, c'est exagéré,
c'est pas très élogieux, mais reste que c'est très proche de certains d'entre nous. Faut être honnête. Oui. Il faut être très honnête. Moi aussi, à chaque fois que je vois le soleil se coucher, je dis « Ça pourrait-tu être plus orange? » Donc, autre chose, Phil. Hey les gars, étiez-vous bon pour trouver Charlie quand vous étiez jeune? Pas pire, pas pire. Pas super. Toi, Mike? Non. Non? Non, toi, t'as tout le temps été pourri. Bon, ben, j'ai une solution pour toi. Ah ouais? En fait, il y a des gens qui se sont amusés à trouver toutes les Charlie dans tous les livres et à faire un algorithme pour faciliter la découverte de Charlie. Enfin, la mathématique sert à quelque chose. D'utile. C'est des étudiants du Michigan State Computer Science Grad qui ont fait ça. Et le truc est de commencer dans la page de gauche en bas et de légèrement aller vers la droite. Puis ensuite, il y a une série de flèches pour faciliter la recherche Donc, de ils prennent Charlie. le chemin dans lequel tu as le plus de chances de le trouver rapidement. Ouais, c'est ça. OK. Ce que je souhaite à Charlie, honnêtement, c'est de commencer à faire du bouddhisme. Comme ça, il va pouvoir se découvrir lui-même. Oh. C'est vrai? Fait que Charlie se trouve Ouais, lui-même, ouais, non? t'as juste une fin de cymbale, Eric. Tellement c'est ordinaire. OK, c'est correct. Bon, on va tomber plus un peu dans la technologie. Vous connaissez tous ça, bien sûr, Apple qui ne cesse, qui a cessé un peu d'innover, mais qui veut recommencer à innover peut-être. OK, ouais. Il y a des rumeurs qui disent que Apple voudrait vendre son auto électrique d'ici 2020. OK. Donc, il y a eu des poursuites judiciaires et des faits légaux et des gens qui ont été approchés pour se faire engager dans l'industrie de l'automobile par Apple. Donc, si on regarde où ce que ça mène, ça mène vers peut-être un char d'ici pas longtemps. Faut pas Justement que ils ont aussi des brevets dans les grosses batteries comme Tesla. Là. Mais Tesla Motors, dans le fond, ont rendu public tous les devis de leur batterie. Je pense que c'est ça la Apple a le poursuite droit que je te disais. parce que Apple a le droit de se servir des modèles de Tesla pour bâtir leur propre voiture. C'est à partir de, je sais pas depuis quand, là, mais Elon Musk avait laissé ça libre pour que le plus de compagnies de voitures possibles aient une voiture électrique. Parce que son but, puis le but de tout le monde, c'est de remplacer les voitures à gaz, de plus être esclave du pétrole. Ouais. Donc, on va voir. Regarde, Ça serait justement dans la veine de Tesla, là. OK. Sauf que l'idée, c'est que probablement qu'Apple va avoir un fil particulier qui va juste marcher avec ton char. Si t'achètes le char de l'année suivante, il va falloir que tu changes le fil pour le plugger. Ouais, il va falloir que les stations-service se munissent du bout pour Apple uniquement, là. Ouais, ça se peut On que sait si pas. tu le déplugues pendant qu'il est en train de charger, ça va le désynchroniser, il va tomber complètement. En tout cas, j'ai un petit peu de problème avec iTunes. D'ailleurs, le nom pour la voiture de Apple. Hey, tassez-vous de mon chemin. Ça passe toujours bien avec une petite cymbale après. Non, la cymbale fait juste camoufler l'horreur. C'est juste du maquillage Mais sonore. c'est une règle universelle. T'as le droit de dire une joke plate si t'as suivi d'une cymbale, c'est correct. Dernière petite chose avant de passer en musique. S'il vous plaît. Est-ce que vous vous souvenez du matériel le plus solide connu jusqu'à maintenant? C'était pas de l'aérogel, quelque chose Le comme plus ça. solide, ça? Oui, le plus résistant. On parle du monde animal. Pas du monde animal. Hein? Oui. Sinon, j'aurais dit titane, mais bon. Mais c'était pas Je parle de fil résistance. fil d'araignée. Et voilà, Ouais, Mikey a raison. Ouais. D'accord. Spider Silk. Jusqu'à maintenant, c'était le fil d'araignée. Mais maintenant, ils ont découvert que des dents de sea snail, Un escargot un marin. escargot de mer, ses dents étaient beaucoup plus résistantes que le fil d'araignée. Alors, on parle Attends, on recommence. Des dents d'escargot. Depuis Ouais, quand que les escargots ont de des mer. dents? Des Ok. dents d'escargot de mer. J'ai jamais entendu parler de dents sur un escargot, mais bon. Allons-y. Ben, Tu sais, si t'arrives à un c'est bar, comme- tu te dis, qu'est-ce que t'as eu? Cette mort d'un escargot, ça fait rire. C'est de comme toi. un lion de mer. Un lion de mer, c'est un lion qui vit dans l'eau dans le fil. D'accord. C'est pas Tu vraiment vois? un escargot. Comme un loup de mer. c'est comme ça. un... C'est plus, c'est quand même un mollusque, mais il sert de ses dents pour s'accrocher au rocher. Si je me fie à S'accroche mon information. OK, des dents, il s'accroche sur de la roche. Et voilà. OK, c'est solide. Mais à date, le fil d'araignée résistait à 1.3 gigapascal de force. Et ces dents-là, ça serait à 6.5. Et bon, Yes. boy. C'est pas juste un peu plus fort, là. C'est pas mal genre fort. 6 fois plus fort. Ouais.
Fait que il va sûrement avoir des débouchés pour ça scientifiques. On sait pas, peut-être que ça va aider à améliorer les matériaux composites ou peut-être nous aider à faire des fausses dents plus résistantes pour manger de l'acier. Qui sait? Ah ouais, mais hey, c'est une nouvelle carrière comme mangeur de vélo. Ben oui. T'sais, Il y en a déjà des gens qui Ben mangent oui, des qui mangent des vélos. vélos. C'est bizarre. Puis ça. la question que j'avais déjà posée à l'époque, c'était, c'est pas weird que quelqu'un mange des vélos. Ce qui est weird, c'est comment qu'il a découvert qu'il était capable de manger des vélos. Parce qu'il faut que tu essayes d'en manger un pour savoir si tu peux. C'est comme la découverte de l'alcool. Là. Tu savais que le jus était plus bon depuis longtemps, mais tu l'as bu pareil. Ouais, c'est ça. Et- Il y en c'est a un faux. qui est plus pertinent que l'autre. Faut C'est pas ça. sous-estimer les avancées scientifiques qui sont permises par du monde mal pris. Qui sont prêts à tout essayer. Non, mais c'est ça pareil. C'est pareil. Sur cette leçon de vie douteuse, je pense qu'on serait bien d'aller avec un intermède musical. La chanson de la semaine! Premier extrait musical fourni par Bubby, c'est-à-dire moi-même, c'est-à-dire Éric Lajoie en personne, ou sur les ondes, là, dépendant si vous êtes pas en studio. Donc, on va y aller avec un musicien qui sévissait sur YouTube. Son canal est fermé depuis. Son canal s'appelait Video Game Metal. Je parle bien sûr de... C'était quoi son nom de famille? Est-ce que peu importe. Son groupe s'appelle Benevolent Demise, mais c'est un artiste solo qui, de temps en temps, va avoir des collaborations. Reprend des tonnes de façon plus rock de jeux vidéo. Donc, on parle ici du Underworld Theme de Kid Icarus. Si vous dites du petit ange qui se promenait. Donc, c'est le premier écran. Vous allez vous en rappeler avec un petit peu plus de muscle. On vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque. Et sur ce timing qui montre clairement qu'on n'était pas prêt, c'était Kid Icarus Underworld Theme de Benevolent Demise. Disponible sur la chaîne YouTube qui s'appelle Video Game Metal. Il n'y a plus de contribution dessus depuis belle lurette, mais reste que c'est quand même bourré de bonnes choses. Donc, allez-y, c'est gratuit. Phil? Oui. On poursuit. On poursuit avec quoi? Ben. Chronique Jeux vidéo! Écoute, moi j'étais prêt, c'est vous autres qui n'étiez pas prêts. Ouais, c'est ça. Donc, on parle de jeux vidéo là pour jusqu'à la pause. Oui, Ok. j'ai des petites nouvelles le fun. Yes. Que ça fait longtemps qu'ils traînent puis que j'ai pas le temps de dire. Puis que là, crème, je me suis dit, je me gâte. Gâte-toi, Phil. Ok, Nico, c'est un user qui utilise un programme sur Internet qui s'appelle Audiopad, qui lui permet de contrôler Mario Bros
Mario World en particulier, avec une flûte qu'il joue avec son nez. Veux-tu bien me dire à quoi ça sert? Ça... OK. Il y a s'il joue... Il y a beaucoup de détails là-dedans. S'il joue un Do, Mario va sauter. S'il joue un Mi, il va se pencher. S'il joue un Ré, il va aller à gauche. Et s'il joue un Fa, il va aller à droite. Okay. Fait que j'ai un extrait musical de qu'est-ce que ça donne. Fait qu'au début, il joue la toune avec la flûte, mais la flûte est dans son nez, là. Puis il joue quand même bien. Puis après ça, tu vas l'entendre faire des moves. Fait qu'il va faire fi, fi, fi. Puis tu vas entendre Mario bouger. Mike! Lui, il fait la tonne. Avec son nez. Ah oui. Et il va jouer dans le pas long. Là, c'est l'intro. Ah, il est mort. Ça me tente de le voir. Je suis content juste de l'entendre. Faut l'imaginer dans notre tête. Ouais. Mario, start! OK. Là, il avance. Il vient de sauter. Ah, il vient de pogner Yoshi. Fait que ça sonne ça. Merci, Mike. C'est quoi le mot? Ah oui, c'est complètement imbécile, ça. Qui joue de la flûte pour jouer, je trouve ça ingénieux d'y avoir pensé. Pourquoi qu'ils sont nés? Pourquoi? Je sais. Il est où le step qui dit c'est pas assez jouer normal de la flûte, faudrait en plus que je joue avec mon... Ben, c'est absurde, mais c'est pas plus absurde que ma prochaine nouvelle. OK. Tu connais bien sûr les ligues de Counter-Strike, que c'est vraiment rendu répandu partout dans le monde. Ah ouais, écoute, c'est un jeu qui date de quand même longtemps. Là. C'est un jeu qui date de longtemps, mais le monde sont encore se fondent des guildes assez incroyables et jouent en gang là-dessus. Il y a même une quinzaine d'années facile. Là. Il y a des tournois de ça, puis c'est encore très très populaire. Okay. Mais il y a un gros problème de triche à Counter-Strike. Les gens s'installent des logiciels pour viser mieux, puis c'est sûr que ça fausse la donne. Sur leur ordinateur personnel quand ils arrivent au LAN. Oui, surtout quand tu es rendu au niveau professionnel, là c'est rendu un peu croche, comme on peut dire. Ouais. Mais il y a une ligue qui a décidé qu'elle ferait des inspections aux maisons de ses membres, des inspections surprises. Donc, t'es en train de jouer à Counter-Strike, un coup t'entends... Eh oui, c'est la police de Counter-Strike qui arrive pour voir si tu triches pas. Comme dans le fond, les tests de drogue qu'ils avertissent pas au baseball ou des affaires comme ça. La police militaire. Mais ce qui est un peu pathétique, c'est qu'au lieu de payer un inspecteur... OK. Je sais pas si des joueurs aussi payent des inspecteurs. Tu fais un tournoi, là. Pourquoi tu montes pas une grande salle avec toutes les ordis préfaites, toute la quête? Fait que c'est pas ton ordi à toi, mais tu joues avec une bonne souris, bon clavier, un bon réseau. Mais là, c'est tes talents de joueur. On parle d'une ligue. Ouais. Donc... c'est pas un tournoi, là. Ouais, c'est une ligue qui, entre eux autres, se font pas confiance, donc, ils envoient un joueur. Ça devient un peu comme la F1. C'est-à-dire que oui, t'as le talent des pilotes qui est là, mais c'est aussi beaucoup la technologie de leur véhicule qui va les faire gagner. Fait que dans le fond, en Counter-Strike, c'est ça. C'est que oui, t'as le gars qui peut être bon au jeu, mais en plus, il peut comme trafiquer son ordi pour avoir un edge sur les autres qui ont pas trafiqué leur ordi comme lui. C'est un peu pathétique, là. Pourquoi il ferait pas une ligue alternative dans laquelle toutes les tricheries sont autorisées? Fait que ceux que ça leur tente pas de jouer selon les règles, allez-vous-en là et laissez les autres tranquilles. Oui, aussi, c'est vrai. Mais je vois pas le but en tout cas, de jouer à un jeu puis professionnellement. Pis, je vois le but, mais je trouve ça un peu... Hein. Il y en a beaucoup qui sont prêts à s'acheter gratuitement de la gloire. N'oublie pas ça, là. Des raccourcis pour le prestige. C'est pour ça que les stéroïdes existent. Ben oui, c'est ça. Chacun sa façon de se valoriser. Hein? C'est comme présentement, j'anime sous stéroïdes. Parce que je veux être meilleur. C'est pour ça que c'est pour ça que je mesure à peu près 3 pieds, mais que j'ai une voix super grave. C'est de la super animation. Exactement. Donc là, on était dans les jeux présentement, mais on va retourner dans le passé un peu avec Pac-Man. Un peu dans le passé, un petit peu. Un petit peu. C'est comme dans les premiers jeux qui existaient, si on veut, là, c'est les premiers arcades qui ont pogné. Mais les fantômes sont pas mal plus intelligents que tu croyais jusqu'à maintenant. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des algorithmes différents pour chaque fantôme. Donc on parle d'une forme d'intelligence artificielle qui date des années 80 avec des ordinateurs
qui ont la puissance de calcul d'une calculatrice. Donc, c'est quand même bien. Mais je sais qu'il y avait eu beaucoup d'efforts mis sur l'OI des fantômes à l'époque. C'est ça. Mais je vais vous dire un peu les caractéristiques de chaque fantôme. Ben Donc, oui. il y a Blinky. Lui, il est straightforward. Lui, il va te poursuivre partout ce que tu vas jusqu'à la fin du Et lui, il te suit. Ouais, lui, il te suit. Okay. Prends le chemin le plus court pour t'atteindre. C'est lui le plus simple. Inky, lui, il base ses mouvements sur Blinky, donc il va le suivre lui, puis il va prendre les spots qui va... en fait, il va le compléter. Il va jouer comme le rôle de son chien de garde à lui. Il va couvrir ses arrières. Fait que si Blinky va d'un bord puis qu'il voit qu'il y a un autre chemin qui pourrait aussi être une option, il va prendre l'autre chemin. C'est ça. Finalement, il va te flanquer, comme on dit. Ouais. Ah, ben oui, C'est ça. c'est vrai. Voilà. Et Pinky, lui, il est le fun parce que il prévoit où ce que Pac-Man va aller. Fait que lui, il prévoit tes mouvements. Lui, il t'attend. À l'avance. Lui, Lui, il il t'attend. C'est ça, lui, il Ouais. anticipe. Et puis le dernier, c'est Clyde. Lui, Clyde. il est pas très brillant. Il va essayer d'attaquer, puis un moment donné, il va décider de revirer de bord, puis tu sais, parce que Clyde, ça veut dire en japonais celui qui est laissé derrière. Ok. C'est lui qui est laissé pour compte. Fait que lui, il est comme un petit peu retard. Mais ouais. Hey, puis en plus, tu parles de Pac-Man, j'ai écouté enfin en retard sur tout le monde Wreck-It Ralph, Oui. qui est le film là, la première 15 minutes est hallucinant pour les gamers. Après ça devient plus des jeux génériques créés pour le film, mais reste que toutes les références que dans le premier 15 minutes, ça vaut le détour. C'est hallucinant comme il y en a. Bref. Mais on parlait tantôt de pro gaming. Oui. Si vous aviez toujours rêvé d'aller à l'école pour aller apprendre le pro gaming, c'est désormais possible. Mais il y a- en sport études, jeux vidéo. Là. oui, il y a désormais une école japonaise qui c'est la Tokyo School of Anime qui a fait une classe pour le pro gaming. Donc, le désavantage, c'est que vous allez devoir apprendre le japonais aussi et déménager très loin. Ok, ouais, Je suis tellement surpris que ça vienne des Asiatiques, ça. Eux autres, ce sport-là est très, très courant et en... Le jeu vidéo est beaucoup plus intégré à la culture populaire que nous. Nous autres, c'est encore assez, sans dire marginal, parce que c'est une grosse industrie, sauf que c'est encore vu avec un genre de stigmate de « c'est pour les enfants », puis si t'es un adulte jeu vidéo, t'es un grand enfant. Il y a encore ce Moses de stéréotype-là. Mais là, à part faire des gameplays sur YouTube, connaissez-vous des Québécois qui sont payés pour jouer aux jeux vidéo? Il y en a pas... Répondez-nous sur Facebook! Yes! Des exemples de Québécois qui réussissent à gagner leur vie en jouant à des jeux vidéo, pas en créant, bien sûr, beaucoup. Ça doit être moins courant qu'au Japon, mais je suis pas Exactement. mal sûr que ça commence même tranquillement, ici. pas vite. Parce qu'il y a vraiment de la place pour le phénomène des let's play sur YouTube. De version québécoise, il n'y en a pas beaucoup. Ça serait le fun qu'il y en ait plus. On va voir qu'est-ce qui va arriver les prochaines années. Je suis... Puis une petite dernière nouvelle? Toute dernière nouvelle. OK. Vous connaissez le phénomène des amiibo, qui est des petits personnages qui se vendent en plastique pour les Nintendo 3DS puis la Wii U. Puis Ok, ça ouais. complémente ton expérience de jeu. C'est un peu comme Skylander puis tout ça. Ok, c'est que tu places ta figurine en avant du scanner, c'est ça. puis elle rentre dans le jeu. Ça fait une interaction avec le jeu. Ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir bientôt des nouvelles applications pour ces amiibo-là. Ils vont unlocker des jeux de NES et de Super NES dans votre console Wii U ou dans vos 3DS. Oh, si t'as fait ta figurine, tu gagnes un jeu. Un vieux jeu rétro, genre Super Mario Bros original, puis ça. Fait que ça commence, c'est dans les discussions. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore implémenté, mais Ils sont c'est à venir. sont très frileux avec ce domaine-là de Nintendo, parce que quand il avait annoncé la Wii, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque que c'était je me rappelle plus du nom de code de la Wii, là, mais C'est pas la Revolution. Ouais, quelque chose comme ça, mais ce qu'il disait, c'est que à la sortie, online, on allait avoir accès à la bibliothèque de tous les jeux de NES et de Super NES gratuitement. Ils ont reculé. Ils se sont mis à les vendre, parce que vous vous souvenez, ils se sont mis à les vendre au Game Boy à au-dessus de 10$. Ouais. Excite Bike, puis Metroid, mais c'est parce que, tu sais, c'est un jeu qui a comme 20 ans. Tu nous le vends le prix des jeux neufs, ça n'a pas d'allure. Mais ils ont une bonne intention. On va voir s'ils vont être capables d'y aller... Ils Ils sont quand même moins frileux avec ça qu'avec les jeux sur les
sur les games, sur l'iPad puis sur les téléphones cellulaires, les jeux portables, ça. Non, c'est Parce ça. que Nintendo, Nintendo, il avait dit qu'il avait l'intention de s'impliquer un peu plus dans le domaine du portable, mais finalement, à date, ils ont rien fait avec ça. Sans compter qu'ils ont la meilleure console portable qui est probablement la plus vendue, la meilleure, qui est la plus vendue au monde, de loin, la DS. Oui. Donc, ont-tu vraiment besoin d'aller faire plaisir aux autres consoles portables? Tu sais, c'est les compétiteurs, dans un c'est sens. sûr qu'ils se tiraient dans le pied. Avant d'aller à la pause, Ouais. je voudrais dire bonjour à Claude Brin d'Amour, aussi nommé l'homme Scalp, qui est un animateur, un producteur de CKRL, et qui nous dit, et je cite, « Votre animation est très sympathique, vraiment bon, je n'en manque pas une. » Wow! Oh! Ouais, même sous mes stéroïdes, il aime ça. C'est à cause de tes stéroïdes, Eric. Ouais, c'est vrai, si j'arrête, je vais devenir... je sais pas, autre chose. Flasque. Donc, L'animation flasque. Fait que sur ce commentaire très peu élogieux sur ma performance, on va y aller avec une petite pause de 2 minutes. On vous revient tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. Revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour les Geeks contre-attaque pour... on a dépassé un petit peu notre première demi-heure, mais c'est pas grave, on va être capable de gérer. On va être capable de gérer. Donc, sans plus attendre, allons-y avec le 7e heure. Philippe va nous parler. Chronique cinéma! C'est parce que Eric t'a dit sans plus attendre. Non, t'étais prêt. Tu le sais que je suis tête, moi, quand tu me dis de pas attendre. Non. Honnêtement, Mikey, t'étais plus près que moi, j'avoue mon erreur. Les stéroïdes, ils ont pas marché ce coup-ci. Non, ils ont trop marché, je pense. C'est trop d'enthousiasme. Donc, Oui. Phil, tu nous parles de quoi version cinéma? Là? Hey, grosse nouvelle cette semaine. Vous connaissez tous Neil Blomkamp, qui a fait l'excellent District 9. Oui. Elysium aussi. Elysium et Chappie qui s'en vient Chappie. bientôt. Chappie, oui, qui a l'air excellent. Elysium, c'est un petit peu sur la fine ligne. Il y a des gens qui l'ont pas aimé. Moi, je l'ai trippé. Je l'ai vraiment trouvé bon. Chappie, je sais pas ce qu'il en est. Ça a l'air que c'est... Ça a l'air cool. La bande-annonce était vraiment intéressante. Mais là, grosse nouvelle, il a confirmé cette semaine via son Twitter que son prochain film allait être un film de la franchise Alien. Oh, est-ce que c'est en parallèle avec les Prometheus de Ridley Scott? Non. Selon Alien, that's it. Tout le monde se fout de Prometheus. On est d'accord là-dessus. Ouais. Ça a pas été ce qu'on nous a promis. On nous a vendu un préquel d'Alien et on s'est retrouvé avec un film de science-fiction qui est dans l'univers d'Alien mais pas vraiment. Puis avec des décisions à s'arracher les cheveux de sa tête dans ce film-là, ça n'a pas de sens. Blomkamp veut remettre ça sur les rails avec une franchise qui serait un peu dans la veine de la suite officielle, une suite officielle à Aliens. Okay, donc, selon ce qu'on a vu, les images de les concepts jusqu'à maintenant, on voit le colonel X et Sigourney Weaver, bien sûr, en Ellen Ripley. Et donc, on peut s'attendre à du Space Marine et du bottage de derrière de Alien à la tonne. Yes, là, 2 semaines, il avait posté l'image et Sigourney Weaver avait commenté sur l'image comme de quoi que c'est quelque chose qui l'intéresserait. Et là, les choses se sont accélérées puis là, Neil confirme que c'est OK. C'est une très grosse nouvelle et je suis plus que content de revoir, surtout que Aliens est mon préféré dans la trilogie, bien sûr. Le 1 est excellent parce que c'est un huis clos avec un seul alien qui... C'est la nouveauté aussi. C'est ça. Mais le 2, c'est du Cameron à son meilleur. Ouais, écoute. Et que il y aurait été le fun que Ridley Scott décide de revenir à sa franchise d'Alien avant que son talent s'évapore. Ça aurait été vraiment, vraiment cool. Le problème, c'est que donc, vous n'allez pas être intéressé à savoir que Prometheus 2 s'en vient. Non, je peux pas. Ça se peut qu'on en parle par accident. J'ai pas vraiment. Mais parlant de suite de films, j'ai une autre grosse nouvelle. C'est-à-dire? On parle de Ghostbusters, le film qui s'en vient avec toutes les filles. Oui. Il y a Dan Aykroyd qui a confirmé qu'il avait écrit à peu près trois scénarios pour la suite des Ghostbusters qu'on connaît avec les Venkman et compagnie. Dont un qui était devenu le jeu vidéo, je crois. Ghostbusters in Hell. Il dit qu'il a pas lâché là-dessus. Ce qu'il espère, en fait, c'est que le nouveau film revigore la franchise Ghostbusters et qu'ensuite, il puisse faire une suite
avec les vrais personnages lui-même. Appelez donc tout de suite Bill Murray pour qu'il nous dise qu'il le fasse pas puis qu'on passe à d'autres choses. C'est ça. Surtout depuis le décès d'Harold Ramis, j'ai comme plus de... Non, c'est ça, il manque un... J'aime entretenir l'espoir, parce que moi, un reboot avec des filles, je veux pas être plate, mais ça m'intéresse pas. Ouais, mais j'étais le nerd quand j'étais jeune, donc j'aimais Egon. C'était mon préféré. Ben, c'est justement, mais Egon, il y en aura pas. Sûrement qu'il y a une des filles qui va être une nerd, mais ce sera pas Egon version fille, là. Ça va être complètement ça nouveau n'a rien à voir personnage. avec une opinion sur les femmes, mais sérieux, Non. c'est quoi ce concept-là? Je sais pas. Sérieusement, là, On dirait que c'est juste atroce. vouloir amener un genre différent pour le faire. Ben encore une fois, c'est faire un nouveau film avec des nouveaux concepts, mais avec un nom qui est connu pour tout de suite faire des gros sous au box-office. C'est simple de même. On va c'est de sauter... dire aux fans, hey, tout ce que vous vouliez depuis des années, là, ben, on vous le donnera pas. c'est du plate, là. Effectivement. Parce qu'on va voir ce que ça va donner. Moi, Mais parlant de sad trombone... Ouais, on parlait d'un trombone triste. Oui. C'est pas Clippy sa dépression parce que plus personne s'en sert dans World. Non, c'est Aquaman. On a eu la photo de... Voyons comment il s'appelle. Jason Momoa en Aquaman cette semaine. Oui. Et sincèrement, la réaction sur Internet est mitigée. Mais moi, personnellement, quand j'ai vu la photo, j'ai parti à rire. Hein? Ben oui, on dirait vraiment... Selon moi, on dirait un vieux clochard que t'as ramassé sur le fond de la rue, mais qui a l'air vraiment, vraiment en maudit. Puis il est tout habillé en gris. Je sais pas. Je vois pas l'Aquaman. La palette de couleurs, je juge pas par rapport à ça. Là. Je juge par rapport au concept, au design, au concept. Fallait qu'il soit badass un peu. Ouais. Ouais, mais ils l'ont tellement poussé à l'extrême la badasserie que ça en est rendu ridicule. Je sais pas. Moi, à date, je suis pas déçu, mais on va voir, une fois qu'on va le voir bouger et parler, ce sera J'ai de la une autre misère chose. avec DC puis leur vision des choses qui est vraiment dark. Puis il faut que ce soit à la Dark Knight. En tout fait, le temps, c'est Warner. Parce que DC a un ton plus léger dans leur BD, mais ils sont quand même tout le temps un peu plus sérieux, parce que c'est sérieux, là, les problèmes des super-héros. Mais c'est depuis Dark Knight DC, que c'est devenu super dark. Les BD en tant que telles de DC se prennent beaucoup plus au sérieux que Marvel. Marvel a toujours été un peu plus party, léger, humour. Spider-Man a tout mais il y a pas beaucoup d'humour dans DC. Il y en a, mais c'est moins leur focus. C'est ça, surtout film. C'est ça, parce que Green Lantern est un personnage un peu plus léger, Flash aussi, mais c'est Batman, Superman, toujours triste. Ils ont révélé orphelin, aussi que par rapport à ce film-là, Batman versus Superman, qu'ils voulaient rassembler les 7. Oui. Donc on est rendu à 4. On a Wonder Woman, on a Batman, Superman et Aquaman. Donc à savoir de quoi vont avoir là les 3 autres, qui ont été confirmés comme étant Green Lantern, Flash et Cyborg. Donc pas de Green Arrow, parce que référence trop proche de Batman et Iron Man. Puis pas de Martien. Et Hawkeye. Pas de Martian Manhunter. Parce que dans les BD, c'est devenu aussi, lentement mais sûrement, Cyborg qui est devenu le nouveau membre de Justice League. Pour des raisons de... Tu sais, Martian Manhunter, c'est juste un Superman d'une couleur différente, là, pour être très honnête. Là, qui a des pouvoirs psioniques en plus de la force à Superman, puis qui vole, puis qui vient d'une autre planète. Fait que tu sais... ça devenait comme du pareil au même. Tandis que Cyborg, c'est comme, il y a le côté technologique qui amène une série de pouvoirs que les autres avaient pas. Ouais. Il est plus jeune, c'est un Afro-Américain aussi. Bon, ça met de la diversité dans la White Justice, la White League of America, là. Comme certains l'appelaient, là, parce que c'était juste des Blancs, là. Donc, ce qui était un débat aux États-Unis. Donc, voilà. Hey. Moi, je propose qu'on aille tout de suite en musique. Allons tout de suite en musique. Puisse recevoir notre invité pour comme la il suite. se doit. Ben oui. La chanson de la semaine 2! Chanson de semaine numéro 2. Ah, je suis content pour toi, Eric. C'est-à-dire, hein? Parce que t'as pas vu Lego, le film. J'ai pas vu, non. Non. Puis c'est une chanson que je veux passer depuis que j'ai vu le film, qui est très, très, très hot. Allez voir ça. Excellent film à écouter en famille. Je vais l'écouter parce que ça a l'air qu'il y a tellement de bonnes références puis que Batman est vole le show dans le film. Donc, tiré de ce film-là, Everything is Awesome, la chanson du film. Okay, au Geek Contre-Attaque. Oui. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of a team. Everything is awesome when we live in our dream. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same.
body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom, everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Sauce in the wind and it's sauce in the loo. Sauce in the loo. Everything is better when we stick together. Side by side, you and I gonna win forever. Let's party forever. We're the same, I'm like you, you're like me. We're all working in harmony. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we're living our dreams. Blue skies, bouncy springs. We just named 2 awesome things. A Nobel Prize, a piece of string. You know what's awesome? Everything. Dogs and fleas, allergies, a book of Greek antiquities, brand new pants, a very old vest. Awesome items are the best. Trees, drums, clogs, they're awesome. Rocks, clocks, and socks, they're awesome. Figs and jigs and twigs, that's awesome. Everything you see or think or say is awesome. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome when we're living our dreams. Alors, vous êtes à CKRL 89.1 486 40 15 86 pour nous rejoindre en studio. Et everything is awesome à CKRL. Ah ouais, c'est assez brainwashant. En plus, dans le contexte du film, oui, Ouais, t'as c'est- raison. OK, bon, ben voilà. Donc, du film Lego. Maintenant, je pense qu'on est dû pour une chronique que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas faite. Oui. Chronique du Cosmos! Pourquoi se limiter aux confins de la planète quand on peut parler de tout ce qu'il y a au-delà? Cette semaine, chronique du Cosmos avec Jean-Philippe Vachon. Salut, mister! Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. De quoi tu nous parles cette semaine? Ben, cette semaine, j'ai l'intention de faire un petit tour d'horizon du ciel. On va rester dans la même thématique que la dernière fois. On va parler de planètes, mais cette fois-là de planètes plus exotiques. Oh! Donc, de Exotique planètes... avec des palmiers puis des... Non? À peu près, ouais, c'est ça. Non, on va parler de planètes extrasolaires. Donc, en dehors de notre propre système. Et pour nos auditeurs qui sont peut-être pas au courant, ben, nous, on est habitués à 8 planètes classiques dans notre propre soleil. On Ben, est habitué à 9 puis ils n'ont enlevé une. 8. Il y en a 8, mais on est habitué à 9. Ok, on est habitué à 9, t'as raison. Juste pour une petite statistique pour commencer. Si on compte, la dernière statistique date du 22 janvier dernier. OK. On est rendu maintenant à 1804 planètes découvertes en dehors de notre propre système. OK. Pour ceux qui savaient pas. Donc, puis sont situés dans 1109 systèmes planétaires, dont 1156 dans 461 systèmes multiples. Donc, on a déjà des systèmes solaires découverts en dehors des systèmes complets, autrement dit. OK. Ça fait beaucoup de chiffres, ça! Ça fait beaucoup, en effet. Avant que je parle de ces planètes-là, j'ai choisi une petite formule. Les planètes ont un surnom, comme les scientifiques le font souvent, puis ceux qui en avaient pas, j'en ai donné un pour l'exercice. Donc, c'est ceux qui sont le plus impressionnantes et hors normes, si on peut dire. OK? Puis maintenant, avant que je parle de ces planètes-là, pour donner une idée de distance, on va utiliser une unité que j'ai créée pour l'événement. OK. Wow. Donc voilà, si on parle de l'étoile la plus proche du Soleil, qui est Alpha Centauri, qui se situe à 4,2 années-lumière d'ici, juste pour vous dire, les sondes les plus rapides qu'on a présentement mettraient 30 000 ans à y aller. OK. Donc moi, ce que je vais faire pour évaluer la distance de chacune des planètes, donc on va compter en unité AC, qui veut dire combien de fois la distance Alpha Centauri, la planète se situe, ça va vous donner une idée. Donc OK. vous multipliez ça par 30 000, ça va vous dire combien de temps ça prend à aller là, pour le fun. OK.
Il nous D'accord. fait réfléchir, je suis pas habitué. C'est pas grave, je vais tout vous résumer ça si ça revient pas. Parfait. Avant qu'on parle de ça, juste pour vous expliquer rapidement comment on détecte des planètes en orbite autour d'un autre soleil, ben c'est simple, on attend qu'elle passe devant l'étoile pour qu'elle fasse de l'ombre pendant qu'on la regarde et ça nous permet de dire qu'il y a une planète là. OK? Ça, c'est grosso modo, c'est la méthode du transit qu'on appelle. Et ces techniques-là se sont beaucoup améliorées dans les dernières années, je crois. Oh que oui. Il y a plusieurs nouvelles techniques beaucoup plus pointues que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais grosso modo, essentiellement, ça ressemble à ça. On attend qu'une planète passe devant l'étoile et on dit, tiens, voilà, il y a une planète. Donc, Dans le fond, il calcule la différence de lumière. De luminosité, pour savoir exactement. s'il y a une planète puis là. ça permet d'évaluer les masses, à quel type de planète qu'on a affaire, etc. Puis, question de logique, si on prend une planète comme Jupiter qui prend 12 ans à faire le tour du Soleil, ben imaginez, il faudrait observer une étoile pendant 12 ans pour détecter une planète comme Jupiter potentiellement. Donc, ceux qu'on découvre, c'est vraiment par pur hasard. OK? Donc, Allons-y. maintenant, on va y aller avec ces fameuses planètes-là, parce qu'on va commencer avec la première planète intéressante qui a été découverte. En fait, c'est la première planète tout court qui a été découverte autour d'une autre étoile et qui se surnomme Osiris. Phil, je suis sûr que tu es capable de me dire d'où vient ce surnom-là. Du mythe égyptien. Oui. Ouais, Donc c'est pas un dieu de la mort ou... Non, c'est Anubis, le dieu de la mort. Ouais, C'est le soleil. C'est un peu loin. Non, Ouais. c'est en référence au Soleil. C'est Ah que oui, c'est vrai. c'est une immense planète beaucoup plus grosse que Jupiter qui a été découverte tellement proche de son étoile. Imaginez, il fait 1200 degrés Celsius et c'est une planète qui s'évapore dans l'espace tellement qu'elle est surchauffée. Ça s'évapore aussi vite que le talent de Ridley Scott. Exactement. Tu l'as sur le cœur, hein, Prometheus. Un petit peu. Ben, Robin Hood aussi, mais on en reparlera. C'est bon. Puis autre chose aussi intéressante, imaginez un monde qui fait tellement chaud comme ça, naturellement, on peut pas parler d'eau liquide, mais on peut parler de fer liquide, mais croyez-le ou non, il pleut du fer sur cette planète-là. C'est rien de C'est moins. la planète à Magnéto. Bleu du fer. Oui, le fer s'évapore, il y a des nuages de fer, puis ça retombe sous forme de pluie, des vents de 9000 km/h, un monde vraiment très inhospitalier, mais je le cite parce que c'est le premier découvert. Moi qui chiale quand je pile dans un pouce d'eau. C'est là. OK, ensuite. Et cette planète-là se situe à 36,5 AC, donc 36,5 fois 30 000 ans de voyage. C'est pas à la porte de côté. Ah, ben, je pense qu'on va aller en Floride à la place. Une autre petite intéressante Yes. que j'ai surnommée pour l'occasion Vulcain. C'est une Je sais planète pas d'où ça vient, ça. Je le sais pas. C'est juste que Vulcain dans Star Trek, pour ceux qui le savent, c'est une planète très chaude, mais là, on est vraiment dans l'extrême. Une planète à 2000 degrés Celsius, dans laquelle, si vous regardez dans le ciel, le soleil apparaîtrait 20 fois plus large que ici. OK. Parce qu'elle est OK, 20 fois plus large, terriblement proche de son étoile. Elle est comme prisonnière du champ gravitationnel, ce qui fait qu'elle présente toujours la même face au soleil, d'où la température vraiment intense. Et celle-là, un peu plus proche, 3,5 AC, donc à peu près 90 000 ans se rendre là. C'est quand même proche, hein, c'est la porte de côté. La prochaine, Phil, c'est pour toi. Yeah. Je vais te parler de Tatooine. Oh, C'est les scientifiques. C'est les scientifiques qui l'ont Oh surnommé my God. comme ça. Fait que je te laisse deviner pourquoi. Ben, il y a 2 soleils. En fait, 3. Ben là, c'est pas ta Je twin. sais, mais c'est pas pour l'exemple. On dit scientifique tout le temps dans le champ. Non, c'est que c'est la première planète qui a été découverte en orbite Un système à plusieurs soleils. Exactement. Donc, 3 soleils, planète gazeuse. Celle-là est à 33 fois, dans mon 33 AC, donc 33 fois 30 000 années. C'est OK. Et la prochaine, on Ah, t'as continue. peu. T'avais-tu vu la nouvelle, justement, parlant de 2 soleils? Ils ont découvert récemment 2 soleils qui virent un dans la gravité de l'autre, dans leurs orbites mutuelles. Ah, non, ça, tu vois, C'est j'aime... assez spécial, ça. C'est une découverte récente. Ah, ben, c'est bon de me le dire. Tu oui. vois, ça Petite parenthèse. ça n'a pas été capté par mon radar. Ah, OK. Gadon. Et la prochaine planète, maintenant, on va y aller avec la planète Yo-Yo. Yo-yo. Oui, absolument. Elle a les culottes aux genoux, c'est quoi? C'est à peu près ça, non. Non, en fait, c'est une planète qui a une orbite vraiment très particulière. C'est que, imaginez, son année dure 111 jours et pendant les 111 jours, elle s'approche à 4 millions de kilomètres de son soleil pour s'en éloigner ensuite de 117 millions de Ok, kilomètres. donc son L'ellipse, orbite, c'est ça, c'est l'ellipse très est yo-yo. extrêmement étroit. Fait que dans le Exactement. fond, c'est pour ça qu'ils appellent ça un yo-yo. C'est justement, donc on passe à des températures qui peuvent aller de 800 degrés Celsius à moins 200. Et donc, Aïe, aïe. comme on s'en doute, ça crée des tempêtes vraiment radicales sur la Littéralement planète. bipolaire, là. Ah oui, vraiment intense. C'est pour ça son surnom de la planète Yo-Yo, et elle est à 47,5 AC de notre système. Toujours mon unité de mesure. Yes. La prochaine, la planète Bulle. Bulle. Planète Bulle. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai surnommée, puis c'est difficile de deviner pourquoi. Ok. C'est une planète qui est vraiment immense, là, plusieurs fois Jupiter, mais c'est la planète la moins dense qu'on a jamais découvert. Assez que, imaginez, on voit ça souvent dans la science-fiction, le soleil qui se lève sur le bord de la planète, là. Oui. Ben, elle est tellement peu dense qu'imaginez, on verrait, oui, la partie du disque qui est pas cachée par la planète, mais l'autre, on la verrait un petit peu quand même tu parce verrais qu'elle le soleil au traverse. travers. Oui, elle est translucide, My God. cette planète-là, presque. C'est vraiment... Ben, tu viens de trouver pourquoi ils l'ont appelé bulle. Oui, c'est exactement pour ça. Planète transparente.
Oui, pratiquement. Ben, pas transparente en entier, mais je veux dire assez pour que la lumière passe au travers. En tout cas, tu pourrais pas rien faire de possible dans ta cave. Ça, c'est sûr. Non, c'est dur d'être discret sur une planète comme ça. Non, c'est sûr. Vous imaginez, elle flotterait sur l'eau. Quand même. Ah. Elle est tellement pas Oui, s'il y avait un océan assez grand pour la contenir, elle flotterait. Là. Donc, c'est Wow. considéré comme une gazeuse. Ah oui, une une immense bulle de gaz, là, mais vraiment peu dense. OK. Alors, la prochaine, Phil, je suis sûr que tu vas encore aimer. OK, c'est-à-dire... Ben, vas-y. Les planètes zombies. Hein? Hein? Les planètes zombies. Wow. Hey, ça, là, c'est particulier. Pourquoi on parle de planètes zombies? C'est que c'est des planètes qui existent autour d'étoiles mortes. Ah, OK. Donc, imaginez une étoile qui est à la fin de sa vie, qui explose dans une supernova. Théoriquement, on s'était toujours dit qu'il ne devrait rien avoir autour de ces planètes-là, tellement que la quantité immense d'énergie devrait tout balayer. Mais détrompez-vous, oui, il y en a. Mais savent-tu s'il y a encore des atmosphères ou etc. C'est Ou sont pas sûrs? c'est principalement des Non, c'est planètes rocheuses. mortes, pareil, Ouais, ben c'est qu'on a trouvé des planètes rocheuses principalement, là, puis sûrement qui se sont formées à partir des débris de la supernova. Mais tout ça pour dire que c'est des planètes qui orbitent autour de pulsars. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un pulsar, c'est une étoile morte très très dense, puis sur laquelle le champ magnétique fait virevolter la lumière, si on peut dire, puis ça fait vraiment comme un phare. Donc si on était sur une planète comme ça serait comme être dans un disco bar avec un gros stroboscope qui arrête plus. Ça flash, ça arrête plus, puis à chaque flash, tu reçois une dose terrible de radiation. Donc, je renomme officiellement cette planète-là Bogart. Donc, c'est comme des étoiles phares, autrement dit. Okay. Là. Donc, c'est des étoiles à Régis Labombe, là, puis le système appartient à Régis, puis voilà. On se comprend. Oh, ça y est, on est rendu là. Donc, ensuite, on continue. Donc, on va continuer avec ça. Ah, juste pour dire, en passant, ils sont à 237 AC de nous. Okay. Mon calamari. Oh, le nom tiré de Star Wars. Exactement. Pour ceux qui connaissent bien, bien évidemment, c'est un monde entièrement recouvert d'eau, des océans de profondeur vraiment extrême. Donc, c'est des Waterworld. Mais il faut pas aller là, il paraît que c'est un piège. Exactement. It's a trap. OK, bien important. C'est une trappe. C'est là que Kevin Costner a brisé sa carrière. Parce que les portes sont pas ses murs, les portes sont Waterworld. juste sur le plancher, c'est pour ça qu'il disait que c'est une trappe. Donc, on a le temps pour une dernière, je pense. Ouais, ben j'ai presque fini. De toute façon, Ouais. je fais ça vite. Il y a la planète Sauron que j'ai surnommée. On a découvert une planète Saturne avec des anneaux 200 fois plus larges que Saturne. Assez que si Saturne était comme ça, on la verrait dans le ciel, là, aussi large que le Soleil, vous imaginez. OK. On a la planète Godzilla. Oh, Et, c'est un surnom, ça? Oui, 17 fois, par les scientifiques, 17 fois plus massif Ok. que la Terre, mais vraiment pareil à la Terre. On savait pas que ça existait. Oh. On a les planètes vagabonds qui errent sans soleil, qui sont éjectés des systèmes solaires ou carrément formés tout seuls. Il y en a partout comme ça entre les étoiles. C'est vraiment intéressant. La planète Barbie qui est entièrement rose bonbon. Je tiens à le préciser. Mais y a-t-il une raison pour qu'il y ait un rose bonbon? C'est C'est le mélange de gaz, là. Je pense que c'est juste la Composé proportion d'atmosphère. d'hydrogène. Dans le fond, c'est comme un gros c'est ça. casse-gueule qui se promène dans l'espace. Ouais. T'as-tu entendu parler de la planète, le rêve des pawn shops, la planète en diamant? J'ai déjà entendu Là, parler. plus ou moins, ça, non? Il y a une planète qui est, c'est ça, c'est juste un gros diamant, c'est une boule de diamant à cause de la C'est pression, possible, ça, puis de j'ai la pas chaleur, vu. tout ça. En tout cas. Wow. Ouais, Il a pas vu passer ça. C'est la planète Bling. c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, combien il nous reste de temps, vite? Il nous en reste une minute, là. Une minute. Fait, je voulais peut-être juste passer des petits concepts de Star Wars et Star Trek en termes de planète, voir qu'est-ce qui est réaliste ou pas, mais Ok. je sais pas si on a le temps. Alors, Ben, vas-y, vite, vite. roule. Bon, ben justement, c'est parce que je lisais en même temps qu'il y a certaines hypothèses concernant les planètes creuses qui sont très populaires sur Internet. J'invite tout le monde à aller sur Facebook. Il y a des gens qui croient pour vrai que la Terre est creuse puis qu'il y a une civilisation cachée. Là, puis, juste pour vous dire, la planète creuse, Naboo, etc., scientifiquement, c'est impossible. On s'enlève ça de la tête. Les anneaux croisés aussi, on voit ça dans les génériques des nouveaux Star Trek. Puis ça, je suis très déçu de le dire parce qu'on Star Trek se veut scientifique en général. Les anneaux perpendiculaires, Plus là, maintenant. non, ça se peut pas. OK. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, allez voir le film. Planète Mustafar dans Star Wars entièrement volcanique. Sérieusement, on ne pourrait pas respirer sur une planète comme ça se peut pas. OK? La planète de Dieu dans Star Trek 5, située en plein milieu de la galaxie, ça aussi, s'il vous plaît, on s'enlève ça de la tête. C'est un méga trou noir qui est au milieu de la galaxie, ça se peut pas. La planète des heures, bien évidemment, ça se peut pas. Mais bref, c'est un thème d'espace quand même, là, c'est plus de Star Fox. Merci beaucoup à Jean-Phil pour la chronique. T'es de bienvenue quand tu veux. Phil, C'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, moi aussi. toujours. Mikey, Ah, je suis flabbergasté de bonheur à chaque fois que je te cite. tu veux-tu qu'on y aille te nourrir ou tu vas être correct? Non, c'est correct. J'ai encore dans mon petit château là, une petite réserve. Ah, ok, c'est beau. Tu diras salut au gars que la scaphandre. C'est bon. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom était Éric Lajoie et il le sera la semaine prochaine. On vous revoit d'ailleurs au même poste, à la même heure. Salut les geeks!